Pour commencer, j'appelle à me rejoindre Thibaut Liebengut qui est du cabinet AirCop et qui va vous faire une petite intro un petit peu décalée et qui décoiffe sur la planète. Où est-ce qu'on en est? Donc on dézoome un petit peu, puis après on revient en Haute-Maurienne. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, c'est hyper impressionnant de vous voir comme ça. Ça fait beaucoup de monde. On était mieux devant là, à voir personne. Écoutez, moi je m'appelle Thibaut. Je travaille dans une agence qui s'appelle AirCop. On fait du conseil en transition pour les territoires de montagne notamment, mais aussi pour l'industrie outdoor et pour plein d'autres entreprises ou d'autres organisations. Aujourd'hui, moi, on m'a demandé d'essayer de faire une petite rétrospective. Alors, pas forcément que de ce qui se passe sur le territoire, mais de ce qui s'est passé un petit peu partout dans le monde depuis 2021, depuis les dernières assises. Et donc voilà, moi je suis très heureux d'être là parce que je connais finalement assez peu la Haute-Maurienne, à part une petite escapade à Bonneval en ski de rando sur les glaciers il y a quelques années. Je viens pas assez souvent et à chaque fois que je viens ici, je me dis qu'il faut que je revienne plus souvent parce que c'est sauvage, c'est beau, il y a moins de monde aussi et c'est très appréciable. Donc bon voilà, très heureux d'être là en tout cas et malheureusement de ne pas être dehors aujourd'hui, ça aurait été plus sympa dehors. J'ai la lourde tâche aujourd'hui de vous réveiller aussi, hein. Je suis un peu le chauffeur du sale du moment. Je sais que ça va pas être, c'est pas facile ce matin. Heureusement, vous avez eu votre petit café. J'espère que vous l'avez encore. Aujourd'hui, je vais essayer de vous réveiller à différents niveaux. Pas que en essayant de faire des blagues, mais surtout en essayant de vous montrer aussi ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dehors. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu la conférence d'Arthur Keller à Aix-les-Bains il n'y a pas très longtemps, où il utilise aussi cette métaphore de dire il faut qu'on se réveille, il faut qu'on commence un peu à regarder ce qui se passe réellement et ce qui va arriver dans les années à venir. Et clairement, il y a des signes qui sont positifs et négatifs. Donc il y a des choses qui se passent, des bonnes nouvelles, mais il y a aussi plein de mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, je vais vous demander de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc ça va être un peu votre choix. C'est un peu une conférence dont on est les héros, quoi. Je sais pas, vous avez peut-être lu ça quand vous étiez gamin. Pour les plus âgés qui ont mon âge, peut-être, vous avez peut-être lu ces bouquins dont on est le héros. Et en fait, je vais vous demander là pour commencer cette conférence, est-ce que vous voulez commencer par la mauvaise nouvelle ou est-ce que vous voulez commencer par la bonne nouvelle? Enfin, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Alors je vais vous demander ceux qui veulent commencer par les mauvaises nouvelles de se lever. Comme ça vous dynamise un peu. Ok, bon, très bien. Ça confirme les statistiques, hein. Globalement, c'est souvent le cas. Et qui veut commencer par les bonnes nouvelles, quand même, qu'on voit un peu les gens disruptifs dans la salle? Ah, il y a quand même un peu du monde aussi, quand même. Ah ouais. Bon, écoutez, ça, c'est très bien. Ça nous arrange pour l'ordre des slides, hein. On a toujours ce petit problème-là. Donc, c'est très chouette que vous ayez choisi en majorité la mauvaise nouvelle. Donc, on va commencer par ça. Et il y avait aussi l'option, je vais me boire un café. Si vraiment il y en a que ça n'intéresse pas, vous pouvez aussi remonter boire un petit café. Mais on va commencer donc par les mauvaises nouvelles. Donc, en gros, on va pas se mentir, c'est pas la joie, quoi. À différents niveaux, hein, on a vu les inondations en Espagne là récemment qui ont été une catastrophe. Il y a de la guerre dans plusieurs pays. L'élection de Trump est aidée par son collègue Elon Musk qui vont pas arranger les choses, en tout cas notamment au niveau de la transition et du climat. Donc, on vit quand même une période pas facile. Si on se focalise un peu plus sur la transition et ce qui se passe sur la planète, aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle le Stockholm Resilience Center qui, en fait, regroupe des milliers d'études pour essayer d'en faire un modèle et de se dire à quel niveau on consomme la planète. À quel niveau, finalement, on va pouvoir continuer à vivre sur notre planète en consommant les ressources et surtout en détruisant certaines caractéristiques comme l'eau douce, par exemple, le changement d'usage des sols, donc l'artificialisation des sols, les pesticides, voilà, les nouvelles pollutions chimiques qui n'existaient pas sur la planète et qu'on déverse sur la planète. Et il se trouve qu'en 2023, on a dépassé la 6e limite planétaire. Donc il en reste 3, hein, il y en a 9 en tout, on en a dépassé 6. Donc on est clairement très mal engagé, on est en train de vraiment surconsommer cette planète et de la détruire à petit feu. Si on prend quelques exemples, en 2024, c'est l'année la plus chaude qu'on a jamais enregistrée. C'était le cas en 2022, c'était le cas en 2023, c'est le cas en 2024. On a encore dépassé toutes les températures maximum mesurées sur la planète à différents endroits. Il se trouve que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les accords de Paris en 2015 nous ont dit qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Et ben, cette année, on est en passe de dépasser les 1,5 degrés. On est en train de le faire. Ça y est, on l'a fait. Ouais. Ben non, en fait, c'est pas ouf. Donc là, il y a un vrai souci, c'est qu'en fait, on continue à vivre comme on vivait jusqu'à maintenant et on continue à réchauffer la planète. Donc là, ça a des effets, évidemment, des effets très directs, des records de chaleur. Ça, c'est au mois de mars en Brésil, l'année dernière. 62 degrés ressentis sur la plage. C'est du jamais vu au Brésil, hein, ils n'avaient jamais vu ça. C'est une température qui est mortelle. On ne peut pas survivre à 62 degrés pendant plusieurs heures au soleil.
Ça, c'est des températures qu'on va revoir en Afrique du Nord dans les années à venir, d'ici 2030, quasiment 300 jours par an. Si on fait rien, si les températures continuent comme ça, si le réchauffement climatique continue, c'est des températures mortelles qu'on aura 300 jours par an dans les pays de Nord-Afrique. Déjà, dans ces pays-là, on ne pourra plus travailler dehors à ces températures. C'est aussi beaucoup de dégâts en France aussi, hein, pas qu'au Bangladesh et dans des pays lointains. On l'a vu aussi en Espagne récemment, mais aussi en France, des inondations monstrueuses et surtout des coûts qui sont faramineux, quoi. Donc les assureurs sont en train de se poser des vraies questions. Comment on va assurer un monde qui s'effondre? J'ai toujours ce rapport qui est sorti en 2023 qui s'appelait justement Assurer un monde qui s'effondre, avec cette citation que j'ai prise dans ce rapport-là. La crise écologique n'est pas le fruit d'une météorite, mais bien du fonctionnement normal, programmé et souhaité de nos sociétés. Donc ça veut tout dire, hein. Ça ne nous arrive pas sur la tête comme ça, impunément, c'est parce qu'on l'a fait comme ça. On a construit sa société sur ce modèle-là. Et on en discute, mais malheureusement, ça avance pas beaucoup. Depuis 2015, il y a eu un paquet de COP, il y a eu quasiment 9 COP, 9 conférences des parties où on vient discuter des solutions qu'on peut apporter au changement climatique, et malheureusement, on l'a vu encore dans cette dernière qui vient de se terminer la semaine dernière. Voilà, il y a 1800 lobbyistes des énergies fossiles qui viennent, en plus de ça, essayer d'influencer les discussions. Et on en ressort avec finalement des accords qui sont à la marge, qui ne sont pas suffisants, notamment pour les pays pauvres, parce que là, la thématique était vraiment d'essayer d'aider les pays pauvres à s'adapter au changement climatique et à réparer aussi un peu les dégâts. Malheureusement, c'est trop peu encore pour eux, quoi. Et pourtant, on a un vrai effet sur la planète. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news aussi. L'année dernière, la fonte des glaciers, causée par le réchauffement climatique et donc causée par l'être humain et nos activités, ralentit la rotation de la Terre. Parce qu'en fait, en faisant fondre les calottes polaires, nord et sud, ça commence à faire ralentir la rotation de la planète sur son axe, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable, ce qui est prouvé scientifiquement. Et malgré ça, on nous dit encore que finalement, on n'est pas encore rentré vraiment dans l'ère de l'Anthropocène. Donc ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement, on a vraiment un effet même au niveau de la planète globale, quoi. C'est quand même hallucinant d'avoir tant d'effets. Et en fait, c'est tellement finalement grave qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, on commence à réfléchir à des scénarios à plus 4 degrés. Comment on va faire pour s'adapter et vivre dans un monde à plus 4 degrés potentiellement? Et il y a même le katakit. Alors, je vous invite à préparer votre petit katakit pour les mois, les années à venir. En avril de 2024, la Croix-Rouge française a présenté son katakit. Donc voilà, tout le monde doit préparer maintenant son petit sac d'urgence à avoir dans sa maison pour pouvoir sortir. Et ça, c'est bien en France, hein, c'est pas dans un pays qui est soumis à des dégâts encore plus forts. C'est juste en France, on nous demande, face au choc climatique, il faut préparer son sac d'urgence avec sa petite lampe à dynamo, son petit couteau suisse pour pouvoir survivre. Donc on en est vraiment là. On est vraiment dans un niveau où même les associations et les gouvernants discutent de ça et réfléchissent à ça. Mais il y a encore au moins 30% des gens qui sont encore climato-sceptiques. Et peut-être qu'il y en a encore dans la salle, hein, mais 30% des gens, ça veut dire qu'il y a quand même 30% des gens là qui potentiellement sont encore climato-sceptiques. C'est encore plus au niveau mondial. Là, 30%, c'est en France. Donc il y a encore beaucoup de gens à convaincre. C'est pour ça aussi que ça avance doucement. Alors j'ai un peu ce rôle-là aujourd'hui, je suis désolé, mais malheureusement c'est une réalité. Et voilà, on commence pas très drôle, hein, cette journée-là, mais c'est un peu nécessaire. Et donc les scientifiques qui nous alertent depuis longtemps, eux, nous parlent de tout ça, nous essayent de nous montrer des études, nous montrent que ça se réchauffe, nous montrent les différents effets et comment ça sera en 2030, en 2050, en 2100. Et malheureusement, ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus par tout le monde, par toutes les entreprises, les politiques et même les citoyens. Donc en fait, ils commencent à sortir de leur neutralité, ils commencent à manifester, ils commencent à faire de la mobilisation, ils commencent même à faire des actions en justice, de la désobéissance civile. Donc on voit que finalement, même les scientifiques commencent à sortir de leur neutralité, normalement, qu'ils devraient avoir. Donc on est vraiment dans un moment de changement, et ce moment de changement, on va le ressentir concrètement. Si vous avez vu cette conférence d'Arthur Keller, il y a cette slide aussi également qui nous dit qu'on est en train d'atteindre le peak oil, c'est-à-dire qu'on va bientôt avoir de moins en moins de pétrole. On estime qu'à partir de 2030, on va atteindre ce pic-là et que les ressources vont diminuer. Ça va coûter de plus en plus cher d'aller extraire du pétrole. Et donc, ça va coûter aussi de plus en plus cher d'aller extraire toutes les autres matières, parce qu'on aura donc moins de pétrole. Donc, et comme il faut beaucoup de pétrole pour aller extraire du lithium et toutes les autres ressources, finalement, tout va coûter de plus en plus cher et on va en avoir de moins en moins. Donc, il va falloir vivre avec cette descente énergétique, cette descente de matériaux et de ressources qui va arriver très très vite. On estime qu'à partir de 2030, ça va commencer à décliner. Donc là, on va devoir vivre différemment. Les gens qui vont venir se déplacer, qui vont venir par ici, auront peut-être moins de pétrole pour le faire, moins de pétrole pour mettre dans la voiture, etc., etc. Donc ça pose des vraies questions concrètes de comment on va vivre à partir de 2030 avec ces déclins de ressources. Et en même temps de ça,
les SUV, vous êtes probablement venus à SUV, et c'est pas grave quelque part, mais aujourd'hui, la vente des SUV, cette masse de SUV qu'on vend, annule tous les bénéfices de ce qu'on peut faire avec les véhicules électriques. C'est-à-dire qu'on fait de la promotion pour mettre des véhicules électriques partout, et parfois des SUV d'ailleurs, mais en fait, on vend tellement de SUV en face qu'il n'y a aucun bénéfice au global. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut avoir des voitures un peu plus légères. Et ça, on ne peut pas le faire parce que dans les imaginaires communs, on nous montre que, en fait, avoir une énorme voiture qui va vite et qui a un énorme moteur, c'est ça qui est bien. Dans tous les films, aujourd'hui, le bilan carbone d'un héros de film, c'est environ 100 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc voilà, j'ai pris James Bond comme exemple, mais il y en a sûrement plein d'autres. En gros, c'est de la grosse voiture. C'est pas des nouveaux récits, parce que malheureusement, c'est pas ça qui donne, enfin, ça donne le mauvais exemple quelque part de notre avenir. Je ne sais pas si vous avez vu cette série Cat Size qui passe en ce moment sur TF1. Qui a vu ça? Ouais. C'est un truc de vieux aussi peut-être, parce que moi, j'ai vu ça quand j'étais enfant, dans des dessins animés, mais et en fait, c'est très intéressant parce que la série est pas incroyable, mais en tout cas, il y a plein de nouveaux récits qui sont cachés là-dedans. Les héroïnes se baladent en vélo, en Vélib, dans Paris. La police est en véhicule électrique. Les livreurs sont en véhicule électrique. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont piochés, qui sont dispatchés dans la série, qui montrent quelque chose de différent de ce type de choses. Il faut savoir que 100 tonnes de kilos par an, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, la moyenne française en tonnes de CO2, c'est 10 tonnes. Donc on est tous à peu près à 10 tonnes en France. Voilà, donc là, on est 10 fois plus quand même dans un film, quoi. Donc il faut changer ces imaginaires-là parce que finalement, c'est en train de nous impacter, même en montagne. Là, il y a l'exemple dernier en date, le Venezuela perd son dernier glacier, sa dernière langue glaciaire. Bon, vous voyez, il n'y a déjà plus grand-chose, hein. Mais là, le Venezuela a perdu tous ses glaciers. C'est fini. Dans les Pyrénées, on en est à peu près pareil. Il reste un petit micro-glacier. Donc on est en train de perdre la plupart de nos glaciers. On estime qu'en 2100, on aura perdu 90% des glaciers des Alpes. Vous serez touchés aussi. Tout le monde sera touché. On peut encore faire quelque chose. 2025, c'est l'année des glaciers. Je ne sais pas si vous avez vu cette news-là. L'année de la préservation des glaciers, avec le 21 mars, la journée des glaciers. On en parlera un petit peu après. Et les gens viennent aussi toujours en avion, même chez vous, même un peu partout. Les voyageurs, on prend de plus en plus l'avion. Heureusement, c'est qu'une petite frange de la population parce que les coûts sont quand même, ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais malheureusement, c'est toujours moins cher que de prendre le train. Aujourd'hui, quand on prend le train pour traverser la France pour aller à Paris, ça coûte environ 2 à 3 fois plus cher que de prendre l'avion. C'est encore une aberration. Et malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens encore une fois. Voilà pour cette partie un peu touristique, déplacement, etc. Et moi, j'avais un petit. Est-ce que vous connaissez cet outil? Qui connaît cet outil, ClimateYag? Ah bah, ça tombe bien, donc je vous le présente. Outil créé par Météo France notamment, qui en fait nous projette dans le futur de votre commune. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur ce site-là et aller taper Valseny et vous allez pouvoir voir ce qui se passe et ce qui va se passer en 2030, en 2050 et en 2100, basé sur des scénarios notamment du GIEC. Donc vous voyez, 2030 c'est à plus 2 degrés, 2050 plus 2,7, 2100 plus 4 degrés. On doit s'adapter à un monde à plus 4 degrés, hein, c'est ce que nous demande le gouvernement. Donc en fait, comment ça va se passer dans ces timings-là? J'ai pris 3 exemples en mettant Valseny. Le nombre de jours de gel, on passe de 233 à 207 en 2030, donc à plus de degrés. Donc ça veut dire qu'on perd une trentaine de jours de gel par an, ce qui à mon avis est quand même significatif. 30 jours de gel, ça veut dire 30 jours dont on ne peut pas produire de neige. Donc il va y avoir des vrais changements et ils vont se sentir même ici. On peut le voir à l'inverse sur les vagues de chaleur, ce qui va aussi arriver ici. 8 fois plus de jours de chaleur ici à Valseny et de fortes chaleurs, de vagues de chaleur en 2030. Évidemment, on se dit tout de suite que Valseny, c'est sûrement pas l'endroit où on a le plus de vagues de chaleur et de canicules, mais ça va arriver aussi. Ça va arriver aussi jusque-là. La partie précipitation remarquable, donc ça, c'est les énormes précipitations. On en parlait hier avec Séverin, on appelle ça en Italie apparemment les bombes de pluie. Ça va aussi arriver ici, dans une moindre mesure. Si on regarde la valeur médiane, ça ne sera pas bien plus que maintenant en 2050. Si on regarde par contre la valeur haute, c'est-à-dire si vraiment la température se réchauffe et qu'il y a vraiment de plus en plus de phénomènes météorologiques difficiles, ça va passer à 37 jours. Donc il va y avoir aussi probablement aussi des coulées de boue, des glissements de terrain, des choses qui seront causées par ces fortes pluies et ces catastrophes. Et tout ça, évidemment, ça commence déjà à se faire sentir. On voit des petites stations qui ferment. On en parle même sur CNN. Il parlait de la Sambuie par chez moi. Moi, j'habite autour d'Annecy. La Sambuie qui a fermé l'année dernière. Aussi parce que la neige commence à être difficilement trouvable pour ces stations de basse altitude. C'est un peu moins le cas par ici, évidemment.
Le changement climatique, il va aussi changer les règles du sport. Aujourd'hui, on voit des marathoniens qui courent de nuit pour échapper aux fournaises, notamment dans les marathons qui se passent au Qatar. Des épreuves de ski qui aussi sont de plus en plus décalées ou qui devraient être décalées par manque de neige. Ça crée des conditions de ski qui sont pas forcément idéales. Des champions de tennis aussi qui commencent à se rebeller. Il y a certains joueurs professionnels qui nous annoncent que certains joueurs vont peut-être mourir sur le terrain un jour à cause de ces fortes chaleurs parce que les calendriers de compétition ne sont pas adaptés à ça. Donc vraiment, ça va changer le sport aussi. Ça va changer nos pratiques sportives. Et nos pratiques sportives, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit graphique-là. Aujourd'hui, c'est l'influence des gens à travers le temps, l'influence des personnalités à travers le temps. Au début du millénaire, c'était plutôt les hommes politiques, les religieux, les écrivains. Les écrivains, les artistes ont pris de la place, puis après se sont fait un peu remplacer par les acteurs, les musiciens, ce genre-là. D'années 1950, on a commencé à voir les joueurs de foot, un petit peu, et les sportifs. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes qui influencent le plus le monde, c'est les joueurs de foot. Et les athlètes et les sportifs en général. On voit les skieurs, à peu près 2% là-bas au fond. Les acteurs en deuxième, les politiciens, alors les scientifiques, je ne sais même plus quelle couleur c'est, mais ça doit être les bleus tout au fond là-bas. Donc on voit aussi que ça change complètement le paradigme. Aujourd'hui, si on veut faire changer les choses, malheureusement, il faut passer aussi par ces sportifs qui viennent aussi sur ce territoire, à Bessan ou ailleurs, ces athlètes qui peuvent faire passer des messages. C'est ce qu'on appelle l'ombre climatique. Aujourd'hui, l'ombre climatique, ok, ces athlètes-là, quand ils vont sur des circuits, qui voyagent, ils ont un impact négatif. Par contre, ils ont aussi un impact positif à partir du moment où ils prennent la parole dans le bon sens. Donc il faut qu'ils utilisent cette ombre climatique-là pour avoir de l'influence positive et faire changer les nouveaux récits. On entend parler de Kylian Jornet qui fait ce travail-là, Matteo Jacquemot ou d'autres. À l'inverse, si on voit un Kylian Mbappé qui prend le train demain pour aller faire un match de foot, malgré l'impact énormément, enfin très très fort qu'il a sûrement sur le climat, il aura un impact positif très fort s'il commence à communiquer là-dessus. Donc c'est vraiment ça ce concept un petit peu d'ombre climatique. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Je suis vraiment désolé. Il fallait commencer cette journée par un truc très déprimant. Je suis désolé pour ça. Maintenant, on va passer, pour ceux qui voulaient les bonnes nouvelles, elles sont là, par la partie bonnes nouvelles qui sera plus joyeuse et plus sympathique. La première bonne nouvelle, encore une fois, c'est pour les personnes de mon âge. C'est vraiment une réunion de vieux ici. Pour les personnes de mon âge, à une époque, il y avait un trou dans la couche d'ozone, on en parlait beaucoup. Vous vous rappelez peut-être, c'était un petit peu je pense que c'était un peu le sujet qui remplaçait le climat il y a peut-être 20 ans. Et en fait, ce trou dans la couche d'ozone, il est en train de se résorber grâce à des politiques publiques, grâce à des interdictions, grâce à des interdictions de ces fameux gaz qui créaient ce trou dans la couche d'ozone. Donc on a réussi à solutionner ce problème avec des réglementations. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi qu'il y a de l'espoir pour le problème qui nous concerne maintenant, ou en tout cas le principal, qui est le changement climatique et la perte de la biodiversité. Donc on peut le faire, c'est possible, et on l'a déjà fait. Il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau de la déforestation. Il y a une tendance qui en ce moment est en train de s'observer. Oui, on déforeste toujours. L'Amazonie perd des kilomètres carrés. Par contre, on déforeste de moins en moins vite. Le cadre de protection, et notamment le nouveau président au Brésil, fait qu'on a réduit la vitesse de déforestation au Brésil. Très très bonne nouvelle, malgré le fait que ça continue quand même. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'en France, on a de plus en plus d'énergies renouvelables. Et pour la première fois l'année dernière, en 2024, la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité a dépassé les 30% en France, ce qui est énorme. Quand on parle renouvelable, je ne parle pas de la partie nucléaire, je parle vraiment de la partie solaire, éolien et hydroélectricité. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est en train de progresser très fortement. Et si on met à ça le côté nucléaire, ça veut dire qu'on est quasiment, on est quasiment à 90%, je n'ai pas exactement les chiffres, mais d'énergie renouvelable en France. On est plutôt un pays modèle là-dessus. Quand on fabrique un produit en France, il est alimenté en énergie par de l'énergie principalement renouvelable, ce qui est une très bonne nouvelle. Et les entreprises aussi changent. Vous avez peut-être vu passer la CEC Alpes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? CEC Alpes, la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. On rassemble tout un tas d'entreprises et on vient les sensibiliser, on vient faire des conférences comme je peux vous faire là, et après on vient les faire travailler sur leur propre mission, leur propre raison d'être et surtout leur propre feuille de route environnementale et sociale. Elle a lieu depuis pas mal d'années en France et elle a été créée en 2023, je crois, sur la partie Alpes.
monsieur pourra en témoigner tout à l'heure, au Crédit Agricole. Et donc voilà, ce kick-off, il a eu lieu il y a 2 ans. Il y a beaucoup 150 entreprises qui sont engagées là-dedans. Il y a plusieurs sessions. Chaque année, ça s'enchaîne. Il y a du contenu qui est diffusé, qu'on peut retrouver après même sur Internet. C'est vraiment un point de bascule intéressant d'aller pousser le monde économique à changer sur ces sujets-là. La bonne nouvelle aussi, c'est que de manière industrielle même, on est en train de fermer les centrales à charbon. Vous savez que dans plein de pays, et notamment encore en France, il y a quelques centrales à charbon. Le G7 s'est accordé à ça. On va fermer les centrales à charbon en Europe petit à petit. On va y arriver parce que ce sont les centrales à charbon qui émettent le plus de CO2 dans l'atmosphère quand on veut produire de l'électricité. Donc on est en train de sortir de ça, malgré le fait qu'en Allemagne, c'est encore un peu difficile, mais on est en train de sortir de ça. Et le Royaume-Uni a justement fermé sa dernière centrale à charbon cette année. Au niveau des réglementations, il y a plein de trucs. La CSRD, à qui est une entreprise concernée par la CSRD là? Tu pourras en parler aussi. Vaste sujet pour les très grosses entreprises, en tout cas pour l'instant. Une obligation réglementaire qui va vous pousser à avoir un espèce de rapport d'impact, à voir quelles sont les menaces environnementales et sociales qui finalement viennent toucher votre entreprise, et à l'inverse, quel est votre impact environnemental et social. Et ça, c'est une réglementation européenne qui est appliquée pour la première fois en France cette année, et donc la plupart des entreprises qui sont concernées, donc voilà, j'ai plus les conditions, plus de 500 employés, etc., sont en train de passer à ça. C'est un énorme boulot, mais ça pousse tout le monde, même ceux qui n'avaient pas envie, à travailler sur un rapport d'impact. Malheureusement, Michel Barnier veut déjà un petit peu le supprimer. Donc ça existe depuis voilà, à peu près 2 ans. Il a proposé, est-ce que Michel Barnier sera encore là demain, après-demain? On ne sait pas encore. Par contre, en tout cas, il avait déjà annoncé qu'il aimerait bien supprimer cette réglementation et d'autres réglementations environnementales. Donc ce n'est pas forcément la bonne nouvelle, sachant que des réglementations, il y en a eu pas mal. Nicotinoïdes qui sont interdits maintenant en France dans les champs de betteraves notamment, qui est un énorme sujet au niveau des pesticides. Les PFAS. Vous voyez ce que c'est les PFAS? On en a tous sur nos vestes imperméables ou sur vos doudounes que vous avez sur vous. C'est ces petits traitements de déperlance qu'on a et qui évitent que l'eau rentre à l'intérieur. Malheureusement, ces traitements qu'on utilise historiquement depuis 20 à 30 ans, elles sont nocifs pour l'environnement, nocifs pour la santé surtout. Et c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Bien sûr, Tefal est la première entreprise concernée dans la région qui a été vraiment attaquée là-dessus. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui fait en sorte d'interdire certains PFAS, pas tous. C'est en train de changer aux États-Unis, en Californie, c'est interdit. On n'a plus le droit de vendre des vestes Gore-Tex avec du PFAS en Californie ou dans l'État de New York, par exemple, et c'est en train d'arriver aussi dans l'Europe. En termes de réglementation, il y a d'autres bonnes nouvelles. C'est qu'aujourd'hui, on a des règles et des lois qui permettent de lutter contre la fast fashion. Vous savez, Shein, Temu, toutes ces marques qu'on peut en commander sur Internet pour des prix très très modiques. Aujourd'hui, Shein, par exemple, c'est 8000 nouveaux produits par semaine ou par jour, je ne me rappelle plus, qui permettent de mettre sur le marché des nouvelles collections, voilà, chaque jour. Des milliers de produits chaque jour. Un petit chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Temu et Shein, ensemble, c'est 22% des envois de la Poste. Des envois de colis qui circulent sur la Poste. C'est quand même fou. Et à côté de ça, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles, même pour les marques qui nous concernent. Encore une fois, pour ceux qui ont mon âge, la marque Oxbow, qui s'est relancée il y a quelques années, est en train de développer toute une production locale fabriquée en France, et notamment, ils viennent de sortir cette veste avec un impact carbone réduit de 95%, qui est fabriqué dans un atelier en France, qui est avec de la technologie soudée, donc très performante, plus performante que ce qu'on peut faire en Asie, avec des matériaux qui sont upcyclés, des fins de rouleaux qu'ils ont achetés dans d'autres usines, avec de la durabilité et un système de réparabilité aussi. Donc là, on a des bons exemples aussi en France de rapatriement finalement de la production, même quand c'est des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Aujourd'hui, l'industrie outdoor, elle ne sait plus fabriquer vraiment en France, mais il y a quand même des gens qui se battent pour ça et qui y arrivent. Dans l'outdoor, on parle aussi d'environnement et dans les événements. Vous avez peut-être vu cette news passer pour le Marathon du Mont-Blanc, où le Marathon du Mont-Blanc a décidé cette année de dédier 40% de leur dossard à des gens qui viennent en train. Parce que nous, on a travaillé sur l'impact environnemental du Marathon du Mont-Blanc là, depuis plusieurs années. Et en fait, bien évidemment, comme dans tous les événements, et probablement celui-ci aussi, quasiment 80% de l'impact de l'événement, c'est les transports, c'est les gens qui viennent en véhicule au marathon. Et donc, leur décision, ça a été de imposer le fait que si tu veux participer au Marathon du Mont-Blanc, tu dois prendre le train ou un transport en commun avec une preuve à l'appui. Et donc 40% des dossards étaient dédiés à ça. C'est parti en 2 minutes chrono. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert les inscriptions, malgré ça, c'est parti en 2 minutes chrono. Donc les gens sont prêts à faire l'effort. Ils veulent le faire.
sont prêts à faire l'effort, et même les riches sont prêts à aller faire l'effort. Et il y a eu l'année dernière, enfin en 2024, oui, début d'année 2024, il y a cette riche héritière de BASF qui, elle, a manifesté pour payer plus d'impôts. Alors c'est assez rare pour être noté quand même. D'habitude, c'est pas ce qu'on fait. Mais elle est OK pour payer plus d'impôts et partager sa fortune justement pour la transition. Donc on voit que ça évolue même dans ces milieux où on estime souvent un petit peu à part. Et ça évolue aussi dans les banlieues. Ferris Barkat, qui est le fondateur de Banlieue Climat, qui aussi pousse cette transition dans les banlieues et finalement dans les zones où on a souvent l'impression qu'il ne se passe rien, où que les gens, ça ne les intéresse pas, où ils n'ont pas forcément les moyens, parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu bobo, hein, l'écologie, quelque part, on a l'impression que c'est un peu bobo. Et ben, finalement, eux s'en emparent en essayant de pousser les habitants des cités, en les touchant vraiment avec des sujets qui les mobilisent. Au lieu de parler de neutralité carbone et de sujets comme ça, on va plutôt essayer de pousser l'adhésion de ces gens-là avec la santé, en leur disant que leur santé est menacée, qu'il faut bouger pour ça, de mobiliser la jeunesse. Donc c'est vraiment un mouvement qui prend de l'ampleur et qui est très très fort. Et ce gars-là est vraiment très inspirant. Vous pouvez aller le voir sur Internet, il a quelques conférences et il intervient de plus en plus. C'est vraiment vraiment très beau. Cette région française, si on reste un peu dans le tourisme aussi, c'est la première à récompenser les touristes venus en mobilité durable. On trouvait la pratique assez intéressante à partager. Au lieu de simplement mettre à disposition les différents les moyens de transport, on vient leur donner des réductions, on leur offre des avantages quand ils viennent en train, quand ils viennent en bus. Peut-être une idée pour cet après-midi, hein, pour vos ateliers. Voilà, comment on fait pour embarquer les touristes qui viennent ici et essayer de favoriser la mobilité durable, sachant qu'en plus vous avez le train qui vient quand même pas très loin, donc c'est assez facile. D'autres bons exemples dans les montagnes, l'exemple de Val Thorens, et on en a parlé, je pense, à la radio il y a quelques jours, qui a mis ce CDI intermittent en place pour les saisonniers et qui permet l'hiver de travailler à Valto et l'hiver d'aller sur la côte atlantique pour bosser en tant que saisonnier. C'est un seul et même contrat avec 2 petites pauses au milieu qui permet finalement d'avoir un contrat à l'année pour bosser dans le tourisme. Super bon exemple aussi pour finalement avoir un peu du travail quand on est saisonnier toute l'année. La dameuse électrique, en local, un exemple très très local. On en a parlé hier soir encore. Aujourd'hui, à Valseny, vous avez une des premières dameuses électriques en service, qui ne fait pas de bruit, qui émet pas de CO2, qui est peut-être moins efficace que d'autres, mais qui permet de faire les travaux à moindre impact sur le domaine skiable. Donc très bon exemple qui, je pense, va continuer à se développer. Bon exemple aussi dans la Fédé de ski, qui a lancé son calculateur d'émissions de CO2. Alors, ils l'ont fait parce qu'aujourd'hui, le bilan le bilan carbone des championnats du monde de ski, c'est plus de 11 000 tonnes de CO2. C'est, je crois, quasiment 6 000 allers-retours Paris-New York. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment énorme. Si on prend l'exemple, alors là, c'est un autre sport, mais si on prend l'exemple de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de la même manière, c'est le même bilan carbone qu'un Grand Prix de F1. Donc voilà, on dit que c'est dans la nature, c'est super, on va courir naturellement comme ça, c'est bien, mais en fait c'est le même bilan carbone à cause des déplacements majoritairement qu'un Grand Prix de F1. Donc c'est un peu la même chose sur les championnats du monde et la FIS. Donc la FIS a lancé ce calculateur CO2 qui permet à tous les événements et à tous les événements du Tour de pouvoir calculer leurs émissions. Donc heureusement qu'ils ont ça. Petit exemple de l'autre côté, dans la vallée d'à côté, très intéressant parce que c'est la première station, en tout cas le premier domaine skiable à être labellisé Bicorp, le label Bicorp qui finalement vient couvrir l'ensemble des informations sociales, environnementales, sociétales de l'entreprise et qui donne une certaine note. Et à partir de 80 points, on est certifié Bicorp. Et donc les Arcs, Pesay, Valandry est le premier domaine skiable à l'être. Ça ouvre des portes, ça donne des idées, donc pourquoi pas aller vers ça peut-être un jour sur le territoire ici. Je n'ai pas le timing en tête, mais ouais, tu me fais des grands signes si jamais ça... Ok. Un petit exemple dans l'Occitanie, on parle moins de l'Occitanie pour aller skier, mais il y a encore de la neige dans les Pyrénées, ça se passe encore pas trop mal. Et en fait, ils ont mis un truc en place qui est assez intéressant, qui a 20 ans. C'est pas nouveau, c'est pas de la veille, mais ça marche très bien. En fait, c'est le pass Ski Rail qui permet d'aller skier directement des principales villes d'Occitanie. Donc on prend son billet de transport TER, le train nous emmène en station, ou quasiment, au pied, et ça permet d'avoir une réduction sur son ticket de ski, sur son forfait de ski, directement. Donc il y a une espèce de vraiment un travail en collaboration entre la SNCF et les territoires pour essayer de développer la mobilité douce pour aller skier. Mobilité douce qui est un des sujets assez forts, notamment des associations comme Protector Winters ou Mountain Riders. Donc encore une fois, c'est comme
c'est comme dans les événements, hein, une journée skieur, l'impact majoritaire d'une journée skieur, c'est le transport. C'est moi qui vais prendre ma voiture quand je vais skier tous les week-ends au Grand Bornand ou à l'Éclusat. C'est ça qui impacte vraiment, quoi. C'est pas ma paire de skis, c'est pas les remontées mécaniques, c'est vraiment ce transport. Donc c'est là qu'on doit vraiment agir en priorité dans les territoires. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'année des glaciers. Pour finir un petit peu sur la partie un peu montagne, de l'autre côté, alors encore une fois, de l'autre côté de la barrière, en Tarentaise, on a un festival qui est en train de se créer, sur lequel moi je suis en train de collaborer aussi, qui s'appelle Agir pour les glaciers. 2025 sera l'année des glaciers. Je vous ai dit, le 21 mars, ça sera la journée des glaciers, de la protection des glaciers. Et donc, il y a ce festival qui se crée, qui va être itinérant, qui va bouger d'année en année, mais qui va essayer de s'installer, qui est porté par Jean-Baptiste Bosson, glaciologue. Et l'idée, c'est à la fois d'apporter de la connaissance, de faire travailler les sociopros et tous les acteurs des territoires autour de la préservation des glaciers, mais surtout de faire la fête, de passer des bons moments et de rendre ça désirable. C'est un gros challenge parce que c'est un sujet dont on n'entend pas, enfin on entend parler parce qu'on voit les glaciers fondre, mais par contre il ne se passe pas grand-chose en termes de protection. Aujourd'hui, l'idée c'est aussi de mobiliser le gouvernement, des ministres sont là aussi pour participer à cet événement-là, et voilà, ce qu'on veut c'est mobiliser tous les acteurs des territoires pour protéger et préserver les glaciers, et surtout ce qui leur succède, parce qu'on sait qu'ils vont fondre en grande partie, et derrière il va y avoir des lacs, il va y avoir des écosystèmes naturels qui seront sauvages, qu'il va falloir aussi préserver. Petite page culture pour finir. Ça date un petit peu, mais depuis 2022, ça, c'était un des best-sellers le plus vendu en 2022. Qui a déjà lu ce bouquin? Jean Covici et Blin. Ouais, c'est pas mal. Il est disponible à la bibliothèque? Très bien. Vous pouvez aller l'emprunter à la bibliothèque de Valsony. Parfait, merci beaucoup. C'est un alors c'est quand même assez surprenant. Bon, c'est une BD, donc c'est plus accessible, mais c'est quand même, voilà, on parle du changement climatique, on parle des effets, c'est pas très positif globalement, mais c'est un des livres les plus vendus de l'année 2022 et des années suivantes. Donc super nouvelle, ça veut dire que les gens aussi sont de plus en plus sensibles et vont s'informer de plus en plus, surtout quand c'est ludique, quand c'est accessible, et c'est ça qu'on essaie de promouvoir aussi, notamment dans le festival dont je parlais juste avant. Et des artistes aussi sont en train de changer. Chaka Ponk a arrêté ses... Qui écoute Chaka Ponk? Ah, c'est les mêmes qui lisent le bouquin. Chaka Ponk a arrêté ses tournées de la même manière. Aujourd'hui, pour eux, c'était difficile de prôner des valeurs environnementales et de continuer à faire des tournées immenses à travers le monde. Donc, ils ont décidé d'arrêter ça et de réfléchir à une autre façon de faire de la musique et une autre façon de promouvoir en fait leur travail. Et c'est de la même manière, on voit maintenant des festivals qui commencent à renoncer aussi à ce que leurs artistes viennent en jet privé, se déplacent de manière un peu aberrante. Donc voilà, ça c'était un exemple au festival Bon Air à Marseille où il y a un des DJ qui s'est fait déprogrammer et qui s'est fait un peu lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'il voulait venir spécialement en jet privé. Donc on voit que ça bouge. Et je finirai sur la nature, parce que c'est un peu celle qui nous accueille ici, qui nous accueille dans ce territoire. Aujourd'hui, la nature, elle commence à être prise en compte de plus en plus dans le monde des entreprises aussi. Norcis, une très grosse boîte de digital, de web, qui aujourd'hui a intégré la nature dans son conseil d'administration. Dit comme ça, c'est un peu drôle, on se demande comment ils ont fait. Il n'y a pas un ours polaire vraiment dans leur bureau, mais par contre, ils ont un système qui leur permet d'avoir un conseil consultatif de gens qui sont dédiés à ça et qui prennent la place de la nature. Et qui, quand ils sont consultés, se disent OK, quel est notre impact de l'entreprise sur la nature quand on prend telle et telle décision. Et ces gens-là sont consultés dans tous les organes vraiment de pilotage de l'entreprise. Donc ça, c'est une expérimentation, évidemment. C'est en train d'être expérimenté et surtout d'être diffusé parce qu'ils en parlent beaucoup et ils essaient de montrer comment ça fonctionne derrière tout ça. On l'a vu, Patagonia a fait quelque chose d'un peu similaire. En fait, ils ont légué leur entreprise, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a légué son entreprise à un fonds de dotation qui protège la nature. Alors, leur claim marketing, si on a donné notre entreprise à la nature, c'est pas exactement ça, mais quelque part, c'est ça, tous les bénéfices. Et finalement, ce qui restera de l'entreprise et de l'héritage de l'entreprise sera au profit de la préservation de la nature. Et je finirai avec ça. Finalement, dans la nature, on peut même lui donner des droits. Aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs choses naturelles qui ont des droits, un volcan et d'autres choses, et surtout les baleines. Donc voilà, aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays du monde qui a reconnu une personnalité juridique pour les baleines. Ça a été le cas donc, pour une montagne et pour un fleuve aussi. Donc on est en train aussi d'évoluer dans nos pratiques et dans nos mentalités pour se dire que le vivant, finalement, la biodiversité, le vivant, a aussi une place importante et on doit lui donner une place importante pour qu'on la préserve finalement et qu'elle soit toujours un peu là pour nous accueillir quand on emmène les gens dehors. Voilà.
Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus positif, que ça vous a donné le sourire, surtout que ça vous a inspiré pour cet après-midi. Je pense que c'est des choses qui seront peut-être utiles aussi pour les ateliers de travail cet après-midi. Merci pour tout et je finirai juste avec ça. Aujourd'hui, si on veut y arriver, il faut le faire ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment travailler ensemble. Il faut faire communauté, notamment dans les vallées et dans les territoires comme celui-ci. Mais surtout, il faut le faire avec la joie de vivre. C'est une citation de Jean Giono qui date un peu, mais qui pour moi, elle est vraiment très importante. Si on ne le fait pas avec le sourire, si on ne le fait pas avec l'envie et la joie, ça ne marchera pas. Donc voilà, faisons-le avec la joie de vivre. Merci beaucoup. Merci Thibaut.